du data scientist, passer des données à l'histoire. Tout d'abord, vos intervenants, nous nous présenterons, Amel et moi, et puis nos règles de fonctionnement. Amel. Donc, je suis Amel Sali, je travaille chez Global Knowledge, je suis market manager. Je suis docteur en statistique. J'ai fait toute ma carrière en tant que data miner et data scientist avec SPSS au début, ensuite IBM SPSS. Et chez Global Knowledge, j'accompagne nos clients pour mettre en place leurs projets de data science et je délivre aussi des formations sur la gamme SPSS, IBM SPSS. Alors, Carole Perdriel, aujourd'hui responsable de l'offre management chez Global Knowledge. J'interviens de deux manières dans les entreprises, soit sous la forme de conseil, et là, je peux intervenir sur les risques psychosociaux, sur voilà, un certain nombre de domaines de la fonction RH. Et puis, je peux également intervenir sous la forme de formation, et là, j'ai trois domaines de prédilection que sont la communication, le management et le développement personnel. Et c'est moi qui participe à ce webinaire sur une partie que nous allons découvrir ensemble. Alors, juste rapidement, vous avez les supports, donc vous pourrez tranquillement lire et nous connaître un petit peu mieux. Donc, Amel et moi travaillons pour Global Knowledge. Global Knowledge, c'est un centre de formation avec un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros, 102 employés, 8 centres de formation, 75 salles, plus de 600 cours au catalogue, 14 000 stagiaires formés en 2016 et la possibilité des formations à distance. Donc, 90% de notre offre est délivrable à distance. Alors, comment sommes-nous organisés pour l'offre de formation? Tout d'abord, nous avons une offre technique. Et là, vous découvrez des solutions éditeurs, l'accompagnement de tous les projets, management, technique, bureautique. Ensuite, un grand volet gouvernance. Et puis enfin, la partie gestion des hommes et qu'on appelle business et management. Alors, ce que je vous propose, c'est de poser des règles de fonctionnement. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est la bienveillance. Nous allons échanger à la fois par message et puis nous allons peut-être avoir l'occasion de discuter. Ce que je vous propose, c'est que tout ça, ça se passe dans la bienveillance et le respect mutuel. Je vais vous demander aussi d'avoir un œil neuf. Peut-être que parfois, je vous proposerai des choses un peu différentes, pas toujours comme vous les voyez. Et puis, profitons de ce webinaire pour échanger, pour coproduire, c'est-à-dire toutes vos idées sont les bienvenues, toutes vos propositions sont également les bienvenues. Et puis, dernière chose, on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir. Donc, je pose aussi cette règle de fonctionnement qui est le plaisir. J'espère que vous abondez pour ces règles de fonctionnement. Alors, tout d'abord, portons un toast, c'est-à-dire le thème. Nous allons parler du data scientist et de ses qualités. Ensuite, on va vous demander, on va en objectif vous proposer notre conviction, notre vision. En termes d'animation, il y aura une présentation qui va durer 30 à 35 minutes, puis un échange de 10 à 15 minutes. Et le sommaire, le data scientist, plutôt la version compétences techniques. Et puis ensuite, le data scientist, compétences plutôt relationnelles, humaines. Les formations de Global qui correspondent à ces deux composantes. Et puis, bien sûr, vos questions. Alors, pour vos questions, n'hésitez pas, vous pouvez, n'attendez pas les 10 à 15 dernières minutes, mais vous pouvez, grâce au chat, nous poser au fur et à mesure des questions et elles sont les bienvenues. Alors, le sommaire en détail, c'est Amel qui vous présentera l'environnement Big Data et Data Scientist, l'usage du Big Data par le Data Scientist, les outils, la journée type d'un Data Scientist. Ensuite, c'est moi qui vous parlerai de pourquoi d'autres compétences et qualités. Et puis, on fera un résumé. Et puis, on vous proposera des formations qui correspondent à ce qu'on vous aura présenté et toujours notre conviction. Et puis, vos questions. À toi, Amel. Donc, on va parler du fameux métier du data scientist. Donc, le terme data scientist est apparu avec le terme big data. Donc, c'est le métier très lié au big data.
Donc, qu'est-ce que le big data? Donc là, ça fait quelques années qu'il y a beaucoup de buzz autour du big data. Donc, je pense que beaucoup de gens connaissent ce que c'est. Juste un petit rappel. Donc, le big data concerne l'ensemble des données très volumineux et les outils nécessaires pour les traiter et les analyser rapidement. Donc, l'enjeu, c'est le traitement de la très, très grosse volumétrie. Donc, le big data, il a besoin d'une technologie pour entreposer ou stocker les données, des données de très grande capacité, donc des entrepôts de données de très grande capacité. Et il a besoin d'une technologie qui permet d'exécuter des requêtes analytiques sur ces grosses volumétries, de moteurs de traitement pour traiter la volumétrie, pour avoir des algorithmes qui tournent dans des temps corrects. Et aussi, on a besoin d'une technologie qui permet d'analyser et d'agir sur des données qu'on n'a pas forcément la capacité de stocker. Donc, c'est ce qu'on appelle les données en mouvement ou les données en streaming. Donc, le big data concerne tout ça. Et ce fameux métier de data scientist est venu se greffer à cette demande du marché et de la modernité, des nouvelles technologies, à justement gérer cette volumétrie de données et à en tirer profit. Donc, il y a les données, là où on passe, on laisse trace. Et l'idée, c'est comment tirer un profit de ces données. Donc, que fait le data scientist? Quel est son usage des données? En général, l'objectif, c'est un objectif d'exploitation des données pour la réussite de l'entreprise. Par exemple, là, dans la colonne résoudre les problèmes, j'ai listé le type de problème, il y en a d'autres. Certains problèmes, par exemple, en marketing, on voudrait tout savoir sur son client. On pourrait, pour des opérations, par exemple des transactions bancaires, avoir des opérations avec zéro latency, un temps minimum de réponse. Ça peut être les transactions bancaires, ça peut être acheter un produit sur le net, etc. On peut avoir des questionnements sur quel est le meilleur produit à proposer à nos clients. Donc, un objectif d'innovation. Un autre objectif beaucoup utilisé dans toutes les données sensibles, donc la détection de la fraude. Donc, et aussi, c'est ce qu'on vit de façon très concrète en France en tout cas, c'est ce besoin d'exploiter les bâtiments connectés, les objets connectés, toutes les données récoltées des bâtiments connectés, type quelle est la demande énergétique des habitants de l'immeuble, quelle énergie doit-on stocker, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme énergie, en fonction de la météo et de l'état du trafic et des grèves et de ceci et de plein de paramètres qu'on pourrait injecter dans l'analyse des données, quelle sera l'utilisation des habitants. Là, on a mis une image d'un immeuble, de cet immeuble, par exemple, l'utilisation de quelle énergie ils auront besoin. Donc, pour faire tout ça, donc concrètement, le data scientist, il a une composante statistique, c'est-à-dire j'utilise les données pour prédire quel sera le futur, prédire le profil du client qui va acheter, la caractéristique ou la meilleure fonctionnalité à ajouter à mon produit, détecter la fraude avant qu'elle n'arrive, etc. Donc, pour faire tout ça, on a besoin d'analyser les données, de récupérer ou de traiter les données qui passent ou qui sont déjà stockées. Donc, on a besoin de nouvelles capacités, des capacités de stockage et de gestion de la volumétrie. Donc, on a Hadoop et toute la techno qui s'adosse sur Hadoop, une technologie pour traiter des données en mouvement, le streaming computing, une technologie pour analyser, décrire les données, donc tout ce qui est visualisation et ce qu'appelleraient des statisticiens analyse descriptive ou analyse exploratoire. La visualisation c'est de l'exploration animée en fait. Donc ça c'est un grand domaine qui arrive dans les besoins des clients, dans les besoins de traitement. C'est pouvoir juste en regardant un rapport
ou en explorant, en naviguant sur la page web, avoir une idée de la tendance actuelle, la tendance à l'instant T. Et aussi, donc, on a besoin de capacités ou de capacité de la technologie à gouverner et intégrer les données. Et aussi, nouveauté à partir des années 2000, hein, ça a commencé un peu avant 2000, mais depuis les années 2000, ça s'est renforcé et ça s'est popularisé, la capacité à analyser des données textuelles. Donc, on utilise les algorithmes. D'abord, on utilise des outils de linguistes pour analyser le texte selon la langue, selon les synonymes, les dictionnaires, la forme de la phrase. Et cette technologie, elle permet de traiter du texte, de récupérer l'information qui est dedans et ensuite de la traiter comme une donnée tabulée, structurée, ordinaire, c'est-à-dire appliquer des algos informatiques ou mathématiques ou statistiques sur ces données pour pouvoir en extraire l'information nécessaire. Et donc la dernière colonne, donc analyser toutes ces données. Donc c'est, on a besoin, d'où viennent les données? Donc les données vont venir de machines, des données des sensors data, c'est-à-dire des données produites par les machines, des données de réseaux sociaux, des données classiques de l'entreprise, des données suite à des transactions. Voilà, les sources de données peuvent être très, très multiples. Et le rôle du data scientist, c'est en fait son objectif, c'est résoudre les problèmes. De quoi il a besoin? Il a besoin de savoir récupérer les données là où elles se trouvent, de savoir utiliser la techno qui lui permet de récupérer les données et la techno qui permet de les analyser et les algorithmes qui lui permettent de prendre possession de ces données et d'en extraire l'information nécessaire. Donc, les outils du data scientist vont lui permettre, donc ça c'est un slide qui ressemble un peu au précédent, c'est juste pour résumer. Donc, ils lui permettent d'analyser l'activité actuelle et passée de l'entreprise, à réaliser des reporting comme on fait classiquement en BI, donc ça c'est une composante qui va rester, à réaliser de la visualisation, donc faire des rapports, des graphes animés, une présentation de l'information de manière à ce qu'elle soit la plus facilement exploitable et lisible aux décideurs. Et il a besoin de comprendre l'activité actuelle de l'entreprise et de l'anticiper, et ce grâce à la composante analyse prédictive et de sentiment. Donc l'analyse textuelle, l'analyse de sentiment. La journée type, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a besoin de compétences qu'on va voir, qui lui permettent de faire tout ce qu'on a dit. La journée type, donc, dans un projet d'un data scientist. Donc là, j'ai mis la norme CRISP-DM, c'est Cross Industry Standard Process for Data Mining. Donc, le site de CRISP-DM, j'ai mis dans le slide. En fait, cette norme qui a été créée par un groupe d'industriels, c'est pour normaliser les projets de data mining en l'étend vers la data science. Là, je réalise que je dis data mining, data science sans avoir fait la distinction entre les deux. Data mining, c'est l'ancien terme qu'on utilisait avant l'apparition de ce terme data scientist. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de data scientist? Il y a la définition de Google pour le data scientist qui est de dire on a envie de dire c'est un super data miner qui a la capacité de gérer les algorithmes pour qu'ils tournent vite. Et il a aussi la compétence de créer des algorithmes qui s'adaptent au mieux à la problématique. Donc, c'est un super data miner parce qu'il a toutes les capacités et les compétences du data miner, plus cette compétence en algorithmique et cette compétence aussi d'optimisation des temps de calcul pour l'exécution des algorithmes. Mais les projets restent les mêmes. Les projets vont faire intégrer des données qu'on n'a pas l'habitude d'intégrer de façon classique ou standard, mais c'est les mêmes projets. Donc, détection de fraude ou bien recherche de la fonctionnalité la plus innovante, prévision de la consommation d'énergie. C'est des questions qui étaient déjà posées bien avant ce terme de data scientist. Donc, la démarche est strictement la même. Ce qui va changer, ce sont les outils et le type de données. Donc, la démarche, c'est une démarche
C'est une démarche en phase. Donc, une première phase de compréhension de la problématique. Donc, le data scientist doit pouvoir comprendre la question qui est posée, connaître la stratégie de l'entreprise pour essayer de proposer une solution qui est adaptée à la stratégie de l'entreprise. Donc, la compréhension de la problématique contient, c'est le business case, c'est un business case dans le sens où on a la définition du problème, la situation ou l'évaluation des risques, coûts et bénéfices attendus, et la détermination des objectifs du projet. Pour la compréhension. Donc, une fois qu'il a posé qu'il a bien compris son problème, par exemple, on va faire comme question, le marketing veut savoir quel est le client le plus appétent à acheter de ce nouveau produit sur le marché. Donc, la question qui est posée, peut-être qu'elle sera peut-être certainement posée en termes comme ça, mes termes métiers. Quel est le client, quel est le profil du meilleur client? Et donc, l'objectif de réussite, c'est de dire, OK, le meilleur client, pour vous, quand est-ce qu'on va dire qu'on a atteint notre objectif? Peut-être qu'il y a derrière une enquête marketing. Donc, on va lancer peut-être une première campagne marketing, on va récupérer les résultats et on va vérifier que ce que le modèle va prédire correspond bien aux résultats obtenus. Donc, la réussite, c'est, par exemple, concrètement, ça va être 20% du retour sur cette campagne marketing. Donc, au début, on ne connaît pas le produit, donc on va le mettre sur le marché, on va lancer une enquête, et ça, c'est la démarche classique. On met le produit sur le marché, on lance une enquête et on vérifie, on regarde qui répond pas, et en fonction de cela, on va récupérer le profil du meilleur client. Donc, on va commencer à aborder cette question de façon aussi simple que je viens de le dire. Mais après, quelle est la contrainte? Est-ce qu'on a déjà créé le produit? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher dans les réseaux pour savoir ce à quoi s'attendent mes clients? Est-ce qu'il y a de la concurrence quelque part et on a une information quelque part qui peut nous aider? C'est la composante data scientist. Donc, la démarche classique d'un data miner, avez-vous déjà eu un retour? Avez-vous déjà mis le produit sur le marché? Oui. Est-ce que vous avez déjà les données récoltées de la première campagne marketing? Oui. Donc, je suis dans une démarche de data miner ou de statisticien. Le data scientist, c'est d'aller dire, oui, OK, vous n'avez rien de tout ça, très bien. Je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais récupérer les données, je vais essayer de retrouver l'information, je vais parler avec le métier, essayer de voir, est-ce qu'il y a des gens du métier qui ont une idée très précise de à peu près quel sera le produit. Je vais récupérer ces données peut-être sur des articles du domaine pour juger de que pense le métier. Et en fonction de ces données récupérées à droite, à gauche, je vais bâtir toute ma démarche. Donc, le data scientist, lui, sa démarche en plus de ce qu'on fait, de ce que faisait un data miner ou un statisticien, c'est d'aller dans des zones où on n'a pas l'habitude d'aller. C'est d'explorer des zones où on a l'habitude, on n'a pas l'habitude d'aller. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc il y a une phase, le data scientist doit avoir déjà cette ouverture d'esprit qui va lui permettre d'aller chercher l'info ou la donnée et pouvoir et ensuite avoir la capacité de fusionner les informations, de les mettre dans une même table ou dans une même base de données, de pouvoir les utiliser. Donc, il y a la phase compréhension des données, préparation des données. C'est une grosse phase du projet du data scientist. Donc, la phase collecte des données, c'est ce que je viens de raconter. Ensuite, analyser tout ça, nettoyage, préparation des données, à lancer les algorithmes ou les modèles. Donc, la première phase du projet, les 3 premières phases, c'est les phases les plus importantes. Compréhension des données, préparation des données avec collecte des données, c'est la plus grosse partie du métier. Ensuite vient la composante modélisation qui va faire la différence. Donc, cette composante modélisation, c'est le profil ou la connaissance statistique, mathématique qui va permettre de choisir le bon modèle en fonction des données. Ensuite vient la phase d'évaluation du modèle.
Donc, évaluation du modèle. Donc, il faut prendre un bon data scientist, c'est quelqu'un qui va juger le modèle et selon des critères scientifiques et selon les critères métiers. Sachant que c'est le métier qui a besoin de son résultat. Donc, c'est le métier qui compte. Donc, c'est cette ouverture d'esprit, s'il ne l'a pas, il ne va pas y arriver. Et la phase finale, c'est la phase déploiement. C'est mettre en production le modèle. Donc, la phase déploiement est une phase c'est la dernière, on a fini. Mais quand même, c'est une phase très importante parce que c'est une phase à laquelle il va penser dès le début, le data scientist. C'est de dire, oui, mais concrètement, comment on va le mettre en pratique? Quelle technologie? Quel type de données? Comment faire? Qu'est-ce qui sera disponible? Parce qu'une donnée, elle peut être très pertinente. Si elle n'est pas disponible au moment où j'en ai besoin, elle ne sert à rien. Donc, cette réflexion et ce recul par rapport à qu'est-ce que je vais faire du modèle est très importante pour pouvoir mener à bien le projet et satisfaire la demande initiale. Alors, juste vite fait, après je laisse la parole à Carole, c'est juste pour récapituler. Donc, on a fait donc chez Global Knowledge, on s'intéresse au marché de l'emploi. Donc, notre but, c'est un centre de formation professionnelle qui aide les métiers à progresser, à s'améliorer et qui est à l'écoute du marché du travail et qui offre des cursus qui permettent aux personnes de réussir dans leur vie professionnelle. Donc, on est très, très à l'écoute. Il y a même un service qui s'occupe qui communique avec tous les centres de Pôle emploi. Pôle emploi, mais aussi les entreprises, voilà. les différents secteurs professionnels, voilà. Et donc, quoi ont-ils besoin? Voilà. Donc, du coup, l'analyse, on ne peut pas faire un webinaire sans parler des offres de travail, d'emploi. Donc, on a pris quelques-unes comme ça, mais moi, j'ai fait une analyse stat, hein, j'ai mis toutes les données, j'ai récupéré, bon, j'ai pas été très loin, hein, juste pris la NPE et j'ai pris des données et j'ai vu la tendance. Donc, plus on avance dans le temps, plus la tendance est très, très importante. La demande en data scientist est très importante. Et les compétences, c'est celles que vous allez voir dans les slides. C'est pratiquement 95% pour rester modeste. Des offres, c'est à peu près... alors, data scientist, c'est un terme aussi qui n'est pas très bien défini pour l'instant, du moins à l'écoute du marché et les contacts qu'on a avec les entreprises, plus les offres qu'on voit sur le marché. Donc, il y a un profil architecte, big data, il y a un profil développeur big data et un profil data scientist entre guillemets, au sens Google, big data, c'est-à-dire la personne qui va faire des modèles prédictifs sur les données. Donc là, les offres qu'on a mises là, c'est celles qui sont orientées modélisation et prévision et prédiction. Donc là, vous voyez, profil du candidat, solide compétences pour communiquer. Donc là, je laisserai Carole revenir sur la partie compétences humaines. Et pour les compétences techniques, on voit, c'est des logiciels de stats, R, SAS, MATLAB, SPSS, etc. Outils de visualisation. Ça, c'est un grand groupe international. On a caché le nom pour ne pas faire de la publicité, donc il la mérite. Hein. C'est un grand groupe qui réussit dans la vie. Bien, assurance et prévoyance. Donc ça, idem, c'est un grand groupe d'assurance. Et si on jette un coup d'œil rapide, on voit Python, on voit R, on voit les outils d'analyse des données, donc c'est tous les logiciels. On voit l'algorithmique, on voit le NoSQL, etc. Et pour la partie communication, il y a une partie, toujours, dans toutes les offres de data scientist, vous aurez toujours une composante communication, compétences humaines ou relationnelles, comme dirait Carole, mais elle va mieux en parler. Encore une offre, donc pareil, vous voyez R, SPSS, SAS. Et il y avait aussi analyse, modélisation statistique. Encore transport ferroviaire, qu'on connaît bien, hein, nous les Parisiens. Donc, c'est maîtrise des technologies big data. Et voilà. Et si j'ai récapitulé toutes les offres ici avec les compétences techniques, ces offres-là et d'autres encore. Hein. Donc, on a pris ces offres parce qu'elles sont caractéristiques de ce qu'on a observé sur le marché de l'emploi, en tout cas pour ce profil data scientist analyse prédictive. Donc, on retrouve ce que j'ai dit, la partie exploration des données, la partie modélisation statistique, machine learning partout. Donc, on voit la composante stat est importante. Donc, un BI,
il peut arriver à ce domaine de data scientist, quelqu'un qui vient de la business intelligence, en rajoutant à sa liste de compétences la partie modélisation mathématique et statistique. Voilà. Bien. Je pense que je vais laisser la parole à Carole, qui va elle aussi décortiquer pour vous les offres d'emploi. Merci Amel et merci pour toutes ces explications. Alors, tout simplement, sur les mêmes offres d'emploi, en fait, moi, j'ai fait un extrait et on voit qu'au-delà des compétences techniques qui sont demandées, on attend d'un data scientist d'autres compétences qui sont plus des compétences relationnelles. Alors, une compétence pour communiquer ses résultats, savoir échanger facilement en interne et en externe avec tous les niveaux de management, la capacité à faire adhérer, à convaincre un ou plusieurs interlocuteurs du bien fondé d'une position, la capacité d'écoute, d'analyse. Amel en a parlé tout à l'heure, hein, le sens du contact, la disponibilité, la réactivité. Ah, la technique fait disparaître, voilà. Des compétences aussi de communication écrite. Je ne sais pas pourquoi il veut aller plus vite que moi. Allez, s'il te plaît. Voilà. Une bonne communication, une appétence. On va laisser, il s'affole un peu, voilà. Non, en arrière. Voilà. L'appétence à la pédagogie, de l'autonomie et de la créativité. Alors, l'autre constat, ça c'est le constat offre d'emploi. L'autre constat, et là je propose une formalisation qui a été faite par un Canadien, Henri Boudreau, c'est que une compétence, pour avoir une compétence professionnelle, en fin de compte, on part déjà d'un contexte. Et là, le contexte, ça peut être l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ça peut être le client chez qui vous travaillez, etc. Ensuite, il faut posséder 3 types de savoir. Le savoir, les connaissances, et là, Amel en a parlé tout à l'heure. Après, il faut développer ce qu'on appelle le savoir-faire. Et puis, il faut quand même une dose de savoir-être. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on découvre que si je ne possède que les savoirs et les savoir-faire, c'est super, hein, je vais être reconnue. On va dire de moi que je suis un bon pro, hein, que je connais mon affaire. Je serai donc performant, mais je ne serai pas compétent. Ensuite, si j'ai les savoirs et le savoir-être, je vais plutôt être, on peut appeler ça un prof, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a appris, mais qui n'a jamais encore mis en œuvre ou pratiqué. Et enfin, si j'ai le savoir-être et le savoir-faire, ça va se réduire à de l'exécution, c'est-à-dire je vais mimer ce qu'on m'a appris, et tant que je ne posséderai pas le 3e pilier qui sont les savoirs, je ne pourrai pas être autonome. Pour être compétent, nous devons avoir les 3, c'est-à-dire voilà, à la fois le savoir, le savoir-faire et le savoir-être qui va avec. Et d'ailleurs, si on se rappelle les offres d'emploi qu'on vous a déroulées tout à l'heure, vous voyez que c'est ce qu'on demande, en fait, compte. On ne demande pas que de savoir maîtriser un logiciel, etc., mais de savoir l'utiliser dans des conditions bien particulières et d'avoir aussi les compétences de savoir-être, les compétences relationnelles pour pouvoir après faire passer son message, faire comprendre les choses. Alors, pour résumer, que fait un data scientist? Il part alors on a trouvé des mots volume, données, big data, algorithme, etc. Et il utilise ces données, en fin de compte, pour raconter l'histoire qui y est cachée. Autrement dit, il va permettre de l'autre côté, s'il traduit bien tout ça, s'il met bien tout ça en valeur, s'il sait bien utiliser les bons algorithmes, le bon traitement de toutes ces données, et puis surtout si après il sait bien communiquer ses résultats, il va avoir une importance très forte sur la stratégie de l'entreprise, même la position compétitive de l'entreprise, et ça peut aller à un niveau international. Donc, pour résumer, c'est un métier extrêmement important pour le développement et le fonctionnement d'une entreprise. Alors, les qualités requises, donc autrement dit, cette dimension relationnelle. Pour être un bon data scientist, il faut savoir communiquer, il faut savoir comprendre et avoir une orientation client. Tout à l'heure, Amel le disait, c'est les métiers qui ont en fin de compte qui ont la demande et qui savent exactement ce qu'ils attendent et où on peut aller chercher les données, etc. Donc, c'est
Je te reprends. Vas-y, Amel, vas-y. Le métier, oui, c'est ce que tu disais, on est d'accord. Mais le métier aussi, des fois, il a les données qu'il a déjà stockées. Parfois, c'est le data scientist qui va rajouter une composante. Par exemple, ça peut être, je suis la RATP, mes clients se plaignent, ils tombent. Quand ils sortent du train, ils tombent. Voilà. Donc, le nombre d'accidents a augmenté le mois d'août. Enfin, non, le mois de janvier, on va dire. Ben, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, le data scientist, on lui dit, bah, l'assurance va nous tomber dessus. Il faut trouver, voyez les données, faites une analyse descriptive pour comprendre ce qui se passe. Le data scientist, il va faire une première analyse, il va voir que c'est le mois de janvier où on tombe le plus. Bien. Après, mois de janvier, on tombe le plus. On ne peut pas dire ça au métier. Eh ben, il va peut-être se dire, bah, si c'est janvier, c'est peut-être qu'il pleut. Donc, il pleut beaucoup, donc le quai est glissant et les gens tombent. Donc, peut-être que le fait de penser à la donnée qui n'était pas déjà en question au départ, aller chercher la météo de l'année où on est le plus tombé, et on se dit, bah, tous les janviers, on ne tombe pas. Pourquoi ce janvier-là, on est tombé? Bah, voilà, on a été chercher les données météo, merger les deux, fusionner les deux tables, météo avec les accidents, et trouver que… Donc, le métier a les données. Le métier sait dire ça a un sens ou pas, une donnée. Mais le métier, parfois, tout souvent, c'est lui qui donne les données au départ. Et le rôle du data scientist, si ces données sont suffisantes, OK. Si elles ne sont pas suffisantes, c'est d'aller faire la recherche, lire les journaux, etc. et avoir ce sens de relationnel et de communication pour pouvoir enrichir les données. Donc, c'est juste pour rebondir. Merci, Amel. Et puis ensuite, une bonne des qualités aussi de coopération et de transversalité. C'est vrai que le data scientist, comme le dit Amel, travaille avec les métiers, mais il va travailler aussi avec d'autres ressources. Et pour lui, c'est important de travailler de façon collective et de savoir s'adapter en transversalité. Alors justement, ensuite, l'adaptabilité, la flexibilité et enfin la créativité et l'innovation. Voilà les qualités requises d'un data scientist. Donc, on voit qu'il n'y a pas que la connaissance technique, il n'y a pas que la connaissance informatique ou statistique, etc. Oui, pour rebondir à ce que tu dis, Carole, oui. On dit que c'est difficile de parler de data scientist junior. Parce que le junior, il peut avoir la technique, mais il n'a pas l'approche humaine et le recul suffisant pour pouvoir communiquer et coopérer en transversalité, pour parler avec les clients, pour dire aux clients, voilà mon résultat, il est comme ça. Monsieur les clients, ce que vous faisiez avant, ce n'était pas tout à fait faux, mais on peut améliorer. Peut-être un jeune qui va sortir de l'école, qui n'a pas cette approche de communication et relationnelle, il va dire c'est faux. Mais le data scientist qui a toutes ces qualités humaines, il va dire OK, c'est pas très mauvais, mais on peut l'améliorer comme ça. Voilà. Donc, voilà, ça, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fin de compte, avoir un peu comment on pourrait dire, de modestie par rapport comment s'appelle, à sa propre connaissance technique et savoir faire passer les bons messages auprès des métiers. Quelle formation? Alors, je vais donner la parole à Amel, qui va présenter son cursus et proposer les formations de Global. Alors, chez Global Knowledge, nous avons un cursus Data Scientist. Ça fait 2 ans, bientôt 2 ans qu'on le déroule, ce cursus. Donc, c'est un cursus, donc on a un cursus plutôt pour intituler, donc on a un tronc commun de 18 jours. Ce tronc commun, il met toutes les compétences nécessaires de base. Donc, avec des cours sur Hadoop, sur la visualisation, sur une introduction à SQL, sur les fondements de l'analyse prédictive et machine learning, sur le logiciel R ou le langage R, sur le langage Python et sur une introduction à Spark. Tout ça, c'est la techno Big Data qu'on trouve dans pratiquement beaucoup d'annonces. Ensuite, on a une partie qui est machine learning et modélisation statistique. Donc là, cette spécialisation-là, on forme des data scientists qui ont pour objectif, qui savent modéliser. Ils savent choisir le bon algorithme, ils savent modéliser. Et on a une autre spécialisation qui s'appelle machine learning avec Microsoft, où là, on met les outils Microsoft pour faire de la data science.
Et ensuite, donc tout ça est sur notre site, évidemment. Et le plus de notre cursus de Global Knowledge, c'est qu'on a créé des business cases qui sont inspirés de vrais projets qu'on a réalisés dans les missions de conseil des différents consultants avec qui on travaille et avec moi-même. Donc, c'est la base et c'est un vrai projet avec les vraies questions métiers. Et les gens, ils ont entre 3 jours et 1 semaine, on leur donne les tables et les données. Et puis, on a les questions métiers. Vraiment, c'est la mise en contexte. Par exemple, pour le risque bancaire, c'est avec la norme BAL2, c'est ce qu'utilisent les banques. Par exemple, la maintenance prédictive avec les données spécifiques à la maintenance prédictive. Le telco avec les types de variables qu'utilise le telco, etc. Donc, quelqu'un qui rentre dans ce cursus, il sort avec une vraie compétence et comme s'il a fait vraiment, il a participé à des vrais projets. Et évidemment, notre cursus permet des certifications éditeurs IBM SPS. Merci Amel. Alors, les autres formations, donc là, plus du domaine relationnel et humain, hein, des formations. Alors, en communication, je ne vais pas lister, je vais juste vous donner les grands thèmes hein, que nous pouvons vous proposer. Vous avez le support et vous pouvez tranquillement après aller sur notre site. Ensuite, en compréhension et orientation client. Ensuite, en coopération et transversalité. Ensuite, en adaptabilité et flexibilité. Et enfin, en créativité et innovation. Donc, vous avez compris notre conviction, c'est-à-dire que notre conviction, ce n'est pas de ne former les gens qu'à des compétences techniques, mais plutôt de proposer des parcours qui permettent à la fois de couvrir tout ce qui va être demandé dans un métier. Donc, avec différentes phases que nous, on vous propose là, c'est-à-dire déjà s'ouvrir à un métier, c'est-à-dire à travers un certain nombre d'autodiagnostics, etc., découvrir mes compétences, aussi bien techniques que relationnelles, etc. Ensuite, bien découvrir et comprendre le métier, puis s'approprier les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être du métier, développer son efficacité et aller plus loin. Voilà, ça c'est notre conviction. Pas seulement des formations, mais plutôt des parcours métiers. Eh bien voilà, je vous propose d'arriver à vos questions. Donc, je crois, Amel, que tu en as déjà reçu quelques-unes. Est-ce qu'il y en a certaines auxquelles tu peux répondre? Oui, il y a une question de Paul V. Pour victoire, n'est-ce pas? Pour vitesse, c'est le big data. C'est les 3V, c'est pas pour le 3V par hasard. Bon, c'était une blague. Ingénieur de recherche, j'ai une bonne expérience en data processing, natural language, processing et machine learning, formation MOOC sur Hadoop. Pourtant, j'ai des difficultés à passer à l'étape HR, Human Ressources humaines, j'imagine. Peut-être que Carole peut développer. Ben, la suite. De ce que je comprends, je n'ai pas assez de compétences big data, pas d'expérience data mining. Avez-vous un conseil? Donc, pour l'étape HR, donc ça, je te laisse répondre, Carole. Je n'ai pas assez de compétences big data, pas d'expérience. Avez-vous un conseil? J'imagine le conseil pour entrer dans ce métier de data scientist. Le conseil, c'est si vous avez l'envie, le courage de le faire, tous les data scientists ne viennent pas forcément du... Le big data est un domaine nouveau. Okay, il y a des formations chez nous, Global Knowledge. Vous avez vu qu'on a un cursus. Vous pouvez suivre ce cursus. Et les business cases qu'on met, donc c'est des business cases, comme je disais, extraits de projets. Les conseils, c'est d'abord vous former, suivant le maximum de formation, donc soit chez nous, soit les MOOC, mais les MOOC peut-être pour une première approche. Après, il faut rentrer dans les détails, il faut trouver des MOOC par thème, par point précis. Le conseil, c'est d'essayer de rentrer dans ce métier. Comme c'est un nouveau métier, en tout cas pour beaucoup d'entreprises en France, c'est nouveau pour eux de se lancer dans l'analyse des données. Donc en France, on a cette chance ou malchance d'un côté, enfin en tout cas du côté des débutants, c'est une chance, c'est qu'il y a moyen de rentrer parce que ce n'est pas encore un domaine fermé. Moi, ce que je propose, c'est de la formation. Si vous faites la formation par chez nous, c'est super, parce que pour les raisons que j'ai expliquées, il faut savoir que notre cursus a le label RNCP, c'est-à-dire c'est
c'est qu'on a, on a l'aval du ministère de l'Éducation, donc c'est vraiment une formation, c'est un label qui est donné aux formations de qualité diplômantes. Et sinon, si vous cherchez les MOOC, commencez par des MOOC d'ordre général qui vous permettent de trouver les points précis sur lesquels il faut focaliser, et après faire des MOOC par thème précis, ce qui vous permet d'augmenter votre compétence. Après, l'idéalement, c'est de rentrer dans des projets. Donc, il faut trouver des entreprises qui recherchent des juniors et qui commencent. Donc, vous allez commencer junior et il faut rentrer dans le métier. À mon avis, par ce biais, ça semble un bon moyen. En tout cas, vous pouvez toujours nous appeler chez Global Knowledge. On a des personnes dont c'est la vocation, c'est justement de s'occuper de gens qui veulent faire, comment on appelle ça, de la changer de profession, comment tu fais ça? Ah, de la reconversion. Voilà, la reconversion professionnelle. Donc, il y a des gens dont c'est le domaine. Et ils peuvent vous aider, vous conseiller. Et ils ont des entreprises avec lesquelles ils travaillent. Donc, voilà, on peut vous aider à voir. Plein de questions pour toi, Amel, regarde. C'est quoi? Quelle est la différence entre KDD et KISSDM? KISSDM, c'est la norme pour data miner. Voilà. Après, oui, c'est la gestion de projet voilà, c'est juste ça. Pourquoi je l'ai présenté? Parce qu'on voit vraiment toutes les différentes étapes. Est-ce que je conseille KISSDM? C'est une démarche logique qu'on retrouve dans pas mal de normes de projet, de gestion de projet. Donc la différence entre KDD et KISSDM, c'est une belle question. Bon. Exemple concret d'utilisation d'Hadoop. C'est très vaste comme question, hein, exemple concret. Hadoop, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de travailler avec la très grosse volumétrie dans le sens où on a la notion de parallélisation des algorithmes. Donc derrière Hadoop, il y a toujours, souvent j'ai envie de dire, MapReduce, donc il y a un algorithme de décomposition des calculs. Donc, quand on lance un algo avec MapReduce, Hadoop MapReduce, le calcul, donc Hadoop, la structure, c'est un rack de serveurs, et la tâche est décomposée sur les différentes machines grâce à toute la techno qu'il y a derrière Hadoop. On améliore les temps d'exécution, puisque la tâche est décomposée sur plusieurs machines. Et la capacité de Hadoop, c'est le fait de pouvoir travailler avec des machines entre guillemets ordinaires qu'on trouve sur le marché, donc le coût est moindre pour les entreprises. Un exemple concret, c'est l'exemple de toutes les entreprises qui ont basculé leur base de données et leur flux de traitement de ces données sur Hadoop. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer nos clients, mais on a des clients, pour donner un titre indicatif, des clients de l'énergie, des clients de telco ont migré sur Hadoop et l'idée, c'est d'aller plus vite. Donc, c'est d'aller plus vite, c'est-à-dire d'avoir des traitements gérables en un temps raisonnable. Après, oui, on est soumis à la confidentialité et on ne peut pas citer les clients sans les avoir sollicités ou demandé la permission. Mais c'est les telcos et l'énergie, l'électricité, etc. Comment apprendre à développer avec des outils Big Data quand la plupart des entreprises n'en sont pas équipées? Bon, il y a des plateformes. Vous pouvez aller sur les sites, pas mal de sites où vous pouvez utiliser les plateformes d'essai. C'est vrai que c'est difficile d'apprendre quand on n'est pas confronté aux données. J'ai envie de dire aussi, juste pour simplifier la compréhension du métier, en fait, l'idée, c'est pas de faire du big data. L'idée, c'est pas d'aller faire de la Hadoop. L'idée, c'est que un data scientist, c'est quelqu'un, il a ce qu'appelle Carole, la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'entreprise. Donc, si vous êtes dans une entreprise
Hadoop ou qui n'a pas les nouvelles technologies type Spark, type les bases NoSQL, est-ce que vous êtes un data scientist? Dès que vous analysez les données, oui. L'idée, c'est utiliser la donnée pour faciliter la décision ou pour augmenter le profit de l'entreprise. Est-ce qu'il faut se mettre au big data? Si ça s'impose, oui. Peut-être dans certaines situations, vous allez faire du big data et dans d'autres pas. Je citais les telcos, ils n'ont pas le choix. Quand on est chez Orange ou chez SFR, ou voilà, on n'a pas le choix. Avant même qu'on entende parler de big data, on avait le big data et on le gérait. Donc, c'est rester ouvert aux nouveaux algos. C'est l'ouverture d'esprit que citait Carole. Regardez sur le web, suivez des MOOC et tout ça pour être à la page. Et vous avez la possibilité d'aller récolter des données sur le web, comme je disais tout à l'heure, par exemple, l'exemple de la météo, il y a des accidents et on a été chercher les données météo sur l'année en question. Fait le merge des deux, regardez les données en même temps et remarquez que c'est les jours de pluie où les gens ont des accidents sur le quai. Donc voilà, on peut être si on a une ouverture d'esprit et une envie d'innovation et de créativité, il faut savoir que ça existe aussi. Donc ça, là, si vous regardez sur Internet, c'est très très ouvert. Hein. Vous trouvez des mots, vous trouvez des témoignages qui vous donnent des idées. Donc la démarche logique, c'est par rapport au métier ou le domaine dans lequel vous êtes, vous recherchez, vous voyez ce que font les gens dans ce domaine-là, et après, vous irez à la recherche des données. Mais si vous n'avez pas de big data dans l'entreprise, vous n'en aurez pas de toute façon. Voilà. Alors, j'ai encore une question. L'IA, l'intelligence artificielle, ne va-t-elle pas prendre le relais et réserver le big data aux chercheurs? Après, qu'est-ce que c'est chercheur? Est-ce que chercheur, c'est quelqu'un, parce qu'il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Est-ce que quelqu'un qui a des vraies données sur lesquelles personne ne s'est jamais penché et il y a une question métier et qui trouve un moyen de se débrouiller est un chercheur? J'ai envie de dire oui. Est-ce qu'il fait du fondamental? Non. Bon, alors on nous dit que vous êtes encore en ligne, on est désolé, il y a eu des petits problèmes techniques. Si vous souhaitez nous contacter, une adresse info@globalknowledge.fr. info@globalknowledge.fr. À bientôt, j'espère. Au revoir à vous.